ça touche quand même peu de personnes, hein, puisqu'il y a entre 3000 et 3500 familles en France qui font le choix d'éduquer à l'intérieur de la famille. Moi, j'en ai pas une vision très positive, hein, je le dis d'emblée. Je pense que pour enseigner, d'abord c'est un métier, et puis je pense que les enfants ont besoin aussi de sortir de la famille justement pour s'ouvrir sur le monde, apprendre des choses nouvelles, et qu'il y a un besoin aussi de distance affective entre celui qui enseigne et l'enseigné. Non, ça suffit pour faire grandir un enfant, enfin, c'est indispensable pour faire grandir un enfant, mais je pense qu'il y a une complémentarité très forte entre l'école et le monde de la maison, comme d'autres mondes que l'enfant est amené à côtoyer. Je ne veux pas être trop caricatural, je pense qu'un enfant, il peut très bien apprendre à lire, à écrire, à compter, s'il n'a pas de difficultés particulières, je pense qu'il peut apprendre à la maison. Mais dès qu'il va y avoir une difficulté, quelque chose un peu particulier, vous savez, il y a quand même des notions qui sont des notions qui font difficulté pour l'enfant, hein, que ce soit en calcul, en maths, en écrit. Dès que les parents vont être confrontés à une difficulté, c'est là que ça va devenir vraiment difficile pour l'enseignant, pour le parent, parce que justement, il n'a quand même pas la formation pour détecter la nature de cette difficulté. Et là, je pense que ça peut être problématique. Je n'ai pas de chiffres exactement pour répondre à votre question. Je pense que oui. Par contre, a priori, hein, je vais dire a priori, vivre en société, c'est pas simplement avoir des endroits où on rencontre des gens, c'est aussi avoir des endroits où on n'a pas choisi les gens avec qui on est. Ça fait partie de la donnée de vivre en société, que ce soit au travail, que ce soit dans la ville, on va dans la rue, on rencontre des gens qu'on ne connaît pas et on vit avec eux. Et je pense que l'instruction en famille ferme cette obligation qui des fois pèse, mais qui en même temps, si on apprend à la gérer, à en tirer tous les bénéfices, à savoir se comporter, comment aller vers les autres, etc., est une ouverture magnifique et qui est la base du vivre en société. Vous savez, l'école républicaine, elle est en perpétuelle réforme, rénovation, retour en arrière, etc. Donc c'est un projet qui est en perpétuelle remise en question, on va dire. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de difficultés en ce moment à l'école, qu'il y a une sorte d'injonction contradictoire qui porte sur elle, d'efficacité, d'autorité, retour à l'autorité, etc. En même temps qu'on lui demande d'être très bienveillant auprès des enfants, de respecter le rythme de chacun. Et donc il y a toujours une injonction un peu contradictoire. Est-ce qu'elle est plus en crise aujourd'hui qu'il y a 20 ans? Je ne le sais pas. Je pense qu'il y a plutôt peut-être une crise de la confiance que les parents ont dans l'institution. Je ne pense pas que les parents se tournent plus vers l'instruction en famille. Je pense que c'est dans l'air du temps qu'on en parle plus qu'on en a parlé, mais comme je vous disais, 3000 familles ou 3500 familles, c'est vraiment pas beaucoup. Donc je ne pense pas. Je pense que c'est dans l'air du temps d'en parler, dans les médias d'en parler, et dans l'air du temps d'avoir une sorte de discours sur l'école ne respecte pas le rythme des enfants, les enfants à intelligence particulière, qu'est-ce qu'on en fait, etc. Hein, et je pense que oui. Et puis il y a un individualisme des familles qui considèrent que leur enfant, c'est leur enfant. Et il y a une sorte de consumérisme de l'école qui fait qu'il y a un nouveau regard sur l'école. C'est pas ça qui fait qu'on se retourne vers. C'est ça qui fait qu'il y a une sorte de discours, comment dire, de remise en cause un peu globale de l'institution scolaire sans qu'on en sache exactement, sans qu'on sache exactement ce qu'on lui reproche. On dit de plus en plus qu'il faut faire de l'enseignement individualisé, mais on n'a pas les effectifs qui vont avec de l'enseignement individualisé. Donc du coup, il apparaît aux parents d'élèves qu'on leur tient un discours d'un côté sur qu'est-ce qui serait bon pour leur enfant, d'avoir une école où chacun soit pris en compte tel qu'il est, et puis on voit qu'avec les effectifs qui existent dans certaines écoles, je ne parle pas de REP, où là il y a des effectifs plus légers, mais on voit bien qu'il y a une contradiction entre les deux. L'école, en tout cas, n'arrive pas à remplir son projet hein, d'atténuer les inégalités sociales. Hein, ce serait plutôt ça qu'on lui demanderait, c'est-à-dire de dire on est dans un monde différent, mais la même école pour tous, pour permettre à chacun d'avoir sa place, indépendamment de son origine sociale. À l'évidence, l'école
conforte d'une certaine manière les inégalités sociales. Et donc ça, je pense qu'il y a un pari républicain qui n'est pas rempli. L'école, c'est une institution scolaire, mais au sens noble du mot institution. Ça veut dire qu'à un moment donné, le pays, la nation, ses représentants ont pensé de quel enseignement, quelle école on veut. Il s'agit d'éduquer les enfants, d'éduquer chaque enfant, mais aussi d'éduquer la société elle-même, la future société, la société en devenir. Et là, je crois qu'il y a plusieurs manières de penser la chose. Soit on pense formatage, c'est-à-dire qu'on inculque à des enfants des notions de morale, de connaissances figées, on va dire, qui est une forme de formatage. Soit on pense que le projet de vivre ensemble est un projet et on apprend aussi ça à l'école. Et donc, je pense qu'il y a toujours une contradiction dans comment la société demande à l'école de former ces générations à venir. Pas simplement chaque enfant, mais de former aussi la génération à venir. Soit on veut des petits soldats, soit on veut des citoyens. Et il y a eu dans les réformes de l'école, cette notion de former des citoyens, elle peut être émancipatrice ou elle peut être dans la version formatage. Et je pense qu'il y a cette tension à l'intérieur de l'école. Je ne dirais pas qu'elle formate ou qu'elle crée des individus libres. Je pense qu'il y a une tension permanente au sens où, selon les projets, selon les équipes, selon le ministre de l'Éducation, l'impulsion qu'il va donner, on est plutôt d'un côté ou plutôt de l'autre. D'abord, il va commencer par dire pas ce qui est en train de se faire en ce moment, c'est-à-dire qu'il faut des enseignants qui soient au service de l'éducation nationale, donc des titulaires, parce que ça s'apprend, enseigner, c'est un chemin aussi, et qu'on a des bons enseignants parce qu'ils ont la sécurité au sens où ils savent qu'ils vont pouvoir travailler sur le long terme, travailler avec d'autres équipes, etc. Donc il faut valoriser le travail d'enseignants. Ça, c'est une condition, je crois, indispensable. Et pas les enseignants ne veulent pas être simplement des marionnettes à qui on dirait, ben voilà, vous appliquez tel programme, tel programme, tel programme, comme s'il n'y avait pas une relation singulière au niveau des enseignants. Donc déjà, reconnaître ou re-reconnaître, parce qu'il y a eu des périodes où ça a été reconnu, le rôle de l'enseignant dans l'enseignement. La baisse des effectifs, et pas seulement pour les CP et les CE1 en REP, parce que c'est très bien les CP et les CE1 à 12, mais il faut que ce soit partout, il ne faut pas qu'en contrepartie on ait une augmentation des effectifs ailleurs. Et puis il faut aussi, je pense moi, valoriser, alors j'ai eu l'occasion de vous en parler, moi j'étais dans ce qu'on appelait des maîtres supplémentaires, plus de maîtres que de classe, qui est une manière d'enseigner qui fait qu'on peut moduler les manières d'enseigner, être à deux dans la classe, qu'il y a un enseignant avec un grand groupe, un enseignant avec un petit groupe, etc. Et je crois que ça c'est très important dans justement ce qu'on demande, ou ce que les parents demandent, en tout cas de plus en plus, qui est la prise en compte des différents rythmes, des différents parcours des enfants, cette individualisation de l'enseignement ou cet enseignement individualisé. Je pense que la mesure qui permet de contrer la possibilité de faire des écoles clandestines, entre guillemets, ou des écoles cachées, c'est-à-dire qu'on inscrit des enfants au CNED et puis on fait un regroupement pour aider les enfants dans leur enseignement du CNED. Je pense que c'est justifié, je pense qu'il y avait une volonté, enfin où il pouvait y avoir des tentations plus exactement, de contourner la loi et de faire des écoles privées, non déclarées, hors contrat. Donc moi je trouve que c'est justifié. La question de vérifier à chaque fin de cycle si le programme est rempli, je pense que ce qui est indispensable dans l'instruction en famille, c'est la visite de l'inspecteur ou d'un membre de l'éducation nationale dans la famille pour voir comment l'enseignement est prodigué. Sur l'école pour les moins de 6 ans, l'école obligatoire pour les moins de 6 ans, alors je pense que, vous savez, ma grande inquiétude par rapport à ça, parce que au début j'ai dit oh super, c'est bien, l'école à partir de 3 ans obligatoire, ça met une obligation pour les familles et pour les communes d'accueillir tous les enfants, etc. Et puis on regarde les chiffres, la grande majorité des enfants sont scolarisés à moins de 6 ans, à partir de 3 ans, on est à 97 ou 98%. En vérité, la première conséquence de ça va être que les communes vont être obligées de payer maintenant aussi pour les écoles maternelles privées.
puisque vous savez que les communes sont obligées de traiter à égalité pour l'enseignement obligatoire les écoles privées et les écoles publiques. Et donc cette obligation va aussi se porter maintenant pour les écoles privées. Donc c'est une manière détournée, on va dire, ou en tout cas pas détournée, mais une manière qu'on n'avait peut-être pas vue au premier regard de favoriser et d'aider l'enseignement privé à travers des subventions obligatoires des communes.